Bonsoir et bienvenue dans la Libre Antenne. Avez-vous passé une bonne semaine ou êtes-vous à peine rentré que vous êtes déjà débordé? Avez-vous des premiers signes de stress, peut-être, comme mal au dos, des difficultés à vous endormir? Souvenez-vous, c'était si bon, ces grandes nuits paisibles, ces soirées à refaire le monde entre amis, ces matinées à traîner avec son café, ces séances de sport ou des beautés, ce temps élastique dans lequel tout redevient possible, à commencer par prendre soin de soi et des autres. Alors que faut-il garder précieusement pour ne pas voir s'anéantir en quelques jours cet état de grâce physique et psychique de nos vacances? En premier lieu, capitaliser sur ces bons moments. Rester dans la nostalgie de l'été freine l'énergie qu'il vous faut mobiliser dans le présent. Ne luttez pas à contre-courant. Ensuite, gardez vos bonnes habitudes, celles d'un sommeil réparateur, mais aussi une façon de s'alimenter plus saine. Ce n'est pas parce que l'on déjeune au restaurant d'entreprise qu'il faut se consoler avec des frites. Trouvez le moyen de pratiquer quotidiennement une activité physique. La période des vacances, c'est le moment où le corps, libéré de sa posture statique devant un ordinateur, exulte. Alors, essentiel, ne décidez pas d'une bonne résolution juste pour affaire de santé, mais trouvez le moyen de vous faire plaisir. Et parce que c'est grâce à votre épisode de déconnexion que vous êtes plein d'énergie pour repartir, cultivez au cours de l'année ou les week-ends, sans culpabiliser, quelques moments de déconnexion comme autant d'oasis ressourçantes. Ces temps de pause sont tout sauf un luxe. Ils sont les garants de votre vitalité pour l'année à venir. Et puis n'oubliez pas de remplir votre agenda privé de dîners entre amis et de moments d'intimité avec vos proches. C'est ce qui a égayé vos vacances, donc pourquoi pas aussi votre labeur. Allez, on se donne des conseils dans la Libre Antenne en cette rentrée de ceux qui nous font du bien et nous redonnent de l'énergie. Vous pouvez réagir justement par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou appelez tout de suite le 39 21. Corentin et Sonia attendent votre appel et c'est Patrick Lamy qui réalise cette émission. Et puis si vous souhaitez commenter plus longuement ou nous exposer votre histoire par écrit, vous pouvez le faire aussi en nous envoyant un mail sur europe1.fr rubrique Libre Antenne 39 21. J'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et puis on a un message signé MP qui nous dit « Selon la mythologie grecque, les humains étaient créés à l'origine avec 4 bras, 4 jambes et une tête avec 2 faces. Et craignant leur pouvoir, Zeus décida de les diviser en 2 parties distinctes, les condamnant ainsi à passer leur vie à la recherche de leur autre moitié. » Dans Platon, le symposium. Et ben voilà, nous, on va aller chercher votre autre moitié. Bonsoir Marie-Lou, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie. Je vous remercie de prendre mon appel. Oui, vous aussi, il est question d'autres moitiés. Alors, pas la vôtre, mais la moitié dont on parle souvent dans les couples. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, comme j'ai expliqué à Sonia, j'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre il y a 3 ans. Ça a été, disons, le coup de foudre de suite, mais très très vite on a trouvé des désaccords tous les deux. Très très vite on s'est un petit peu chamaillé et ça a pris de l'ampleur. Donc on s'est rencontrés en 2013, en 2014 on était pacsés et non, en 2013, on était pacsés et en 2014, on était mariés. Ah oui, très vite donc. Tout a été très très vite. Seulement, les disputes aussi sont allées très très vite puisqu'elles se sont accumulées. Mon mari supportant de moins en moins mon caractère. Je n'ai pas un caractère très facile. Bon, je sais ce que je veux dans la vie, mais je me disais qu'avec mon mari, disons, on avait la possibilité on savait ce qu'on voulait tous les deux et on avait décidé de se battre pour garder notre couple et puis pour finir notre vie ensemble parce que à l'âge que nous avons, donc moi j'ai 58 ans, lui il a 64. Donc on s'est dit je pense que ça va être la dernière oui, puis fois. À cet âge-là, on se connaît un peu mieux, on va dire normalement, on espère en tout cas. Ouais. Oui, on espère. Voilà.
Alors mon mari, par contre, lui, il a des petits soucis de comportement, je trouve. Nous avons même été voir une psychologue tous les deux et qui n'a rien donné, Et puis moi, j'ai continué. C'est-à-dire donc vous avez entamé une thérapie de couple, une thérapie conjugale, oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc ça a donné le temps que ça a duré. Oui, c'est-à-dire que ça stabilisait le niveau de dispute, on va dire. Tout à fait. Disons, la psychologue nous aidait un petit peu à tempérer un petit peu les tensions qu'il y avait entre nous et on arrivait à voir un petit peu ce qui n'allait pas et ce qui pouvait aller. Et donc, ça fonctionnait à peu près. Oui, de trier un peu. Oui. Mais moi, je ressentais... pour pas attirer plus de conflits, parce que mon mari, il est arrivé quand même à un moment donné un petit peu de violence. Il était très violent verbalement. Et donc, pour pas attirer son agacement et son énervement, pour pas que ça monte en pression, donc je finissais par me taire. Par me taire, je me mettais dans mon coin. Donc, vous aviez peur d'une certaine manière. Oui. De cette violence. Oui, de cette violence et surtout, je voulais pas perdre mon couple. Donc j'ai décidé. Donc je me suis dit bon, mon mari il est retraité, moi je travaillais. Alors je me suis dit peut-être c'est du fait qu'il est à la maison, qu'il m'attend et tout, puisqu'il avait cessé toute activité. Il faisait un peu du bénévolat dans une association, mais bon, entre-temps, il faisait pas grand-chose. Il restait à la maison, il m'attendait. Alors j'ai décidé de prendre ma retraite, qu'on vive ensemble. Et nous avons décidé d'acheter un camping-car, de partir. Et là, ça a été la catastrophe parce que ça a été de pire en pire. Alors, je me suis rendu compte que mon mari ne supporte pas les humains. Il est très vite agacé par les humains. Il n'aime pas discuter. Il n'aime pas. Voilà. Par contre, il adore les enfants. J'ai 2 petits-enfants. Il peut passer des journées entières à discuter avec eux, à s'amuser avec eux. Et donc, nous avons gardé nos petits-enfants pendant une semaine, la semaine dernière. Et à la fin, quand on les a ramenés, je lui ai dit, mais tu peux m'expliquer pourquoi tu ne tolères rien de ma part ? Tu me reproches tout de ma part et tu supportes tout d'un enfant. Alors il me dit oui, mais les enfants c'est innocent, c'est joueur, c'est différent. Et donc je ne sais plus comment le comprendre, je ne sais plus du tout. Je suis un peu perdue. Oui, voilà. Oui, je comprends. Alors oui. Alors nous avons décidé, lui il est resté dans son camping-car. Et moi, je suis restée à la maison. On a décidé de faire un break pour voir. Parce qu'on a déjà fait un break. Il est revenu le lendemain en me disant, écoute, c'est complètement ridicule. C'est un projet qu'on avait à 2. Moi, dans ce camping-car sans toi, je suis rien. Donc, je veux qu'on fasse des efforts. Et on est parti en Bretagne et tout. Et il m'a marqué sur la plage. Comment concilier nos différences au quotidien, comment être heureux au quotidien. Voilà. Il a du mal à vous accueillir, cet homme, à accepter. Il accepte l'enfant. Hein, vous dites, il dit que les enfants c'est innocent et pas les adultes. Donc il a gardé quelque chose lui de son enfance où il en veut terriblement aux adultes et aussi à lui-même d'ailleurs. Hein, c'est ce qui le rend facilement agacé ou agaçable par le monde des adultes parce qu'il a un compte à régler là, qui est loin d'être réglé manifestement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et même la psychologue lui a dit, mais bon, il dit non. Comme il a fait un peu de la psychologie, il dit que non, qu'il n'a aucun problème. Voilà. Par ailleurs, il a un enfant, il est divorcé, il a 2 enfants qui sont grands, puisqu'il y en a un qui a 40 ans, l'autre qui a 39 ans, et dont le garçon ne lui parle plus depuis 10 ans.
Il ne veut plus avoir de lien avec son père. Oui. Voilà. Oui, ça dit quelque chose, ça. Voilà. Il ne reconnaît pas le père qu'il a connu dans son enfance. Et lui, qu'est-ce qu'il en pense en tant qu'homme et père de ce que cet enfant qui a coupé les ponts avec lui? Eh ben, il a dit que c'était son choix et qu'il ne peut rien faire, qu'il accepte, qu'il ne peut rien faire, il peut qu'accepter, il ne peut rien faire. Mais je lui dis, mais... non, mais en tout cas s'interroger, oui. Oui, mais il ne se remet pas en question, c'est toujours la faute des autres. Oui, c'est ça, l'enfant est innocent parce que l'enfant ne lui en veut pas et lui se sent menacé de toutes parts par l'adulte. Il a sans doute eu une enfance dans laquelle les adultes n'ont peut-être pas, en tout cas lui-même ne les a pas vécus comme bienveillants avec lui quand il était enfant. Disons, d'après ce qu'il m'a raconté, c'était jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, c'était un enfant qui était assez violent, il donnait des coups de pied à tout le monde, il battait tout le monde. Après, il s'est calmé. Il a vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans. Après, il a connu sa future femme. Ils se sont mariés et puis il est parti. Par contre, c'est quelqu'un qui vit toujours un petit peu isolé. Il a vécu avec sa femme et ses enfants. Ses parents, il les fréquentait pas trop souvent. Ses beaux-parents non plus. C'est quelqu'un qui est très... je sais pas comment le définir. Et je me dis... Vous le définissez bien, oui. Et je me dis, alors il me met tout sur mon dos, il me dit que c'est ma faute. Alors... il finit par me culpabiliser, Oui, c'est ça qui vous perd plutôt. C'est quand vous dites « je suis perdue », c'est pas que vous avez du mal à définir ou à comprendre d'une certaine manière qui il est ou son fonctionnement, mais par contre, vous, ça vous perd, parce que vous ne savez plus où vous trouver, puisqu'il vous culpabilise constamment. Parce que vous avez dit au début, oui, j'ai un caractère un peu exigeant, et après vous me dites qu'il est violent verbalement. Alors, si vous aviez un caractère si exigeant, il n'aurait pas besoin d'être aussi violent verbalement. Vous voyez, c'est la poule et l'œuf, quoi, votre histoire. Oui, quand je dis un caractère exigeant, c'est que je suis quelqu'un d'un peu ordonné, d'un peu... j'aime les choses... j'aime les choses qui sont en place, je suis très organisée. Où est votre exigence? Elle est où votre exigence dans votre couple, Marie-Lou? C'est être heureux. Oui. Et qu'est-ce que vous faites là pour ça? Parce que justement, qu'est-ce que vous avez découvert pour vous-même dans cette relation, dans la thérapie de couple que vous avez fait? Qu'est-ce qui agit là en vous d'être allé d'ailleurs si vite dans le Pacs puis dans le mariage avec cet homme-là? Est-ce que c'était une réparation du divorce précédent? Vous voyez, qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette relation dans laquelle manifestement vous n'êtes pas très heureuse? Oui, vous avez tout à fait raison. Vous avez mis vraiment l'accent là où il fait. Disons, quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé charmant. J'étais séduite et j'ai trouvé en lui quelqu'un de rassurant, quelqu'un d'apaisant, parce que je sortais d'une histoire très très compliquée où je suis restée 3 ans à souffrir. Oui. Après le divorce, hein. Oui. Non, j'ai eu 2 relations après. Après mon divorce, j'ai eu 2 relations et la dernière, donc celle juste avant mon mariage, a été très compliquée parce que ça a été un amour fusionnel et bon, on s'est quitté pour d'autres raisons. Mais donc, quand je l'ai trouvé très très apaisant. Il avait une façon d'écrire. Il me rassurait. Je le trouvais charmant. Donc vous n'avez absolument pas ressenti ce qu'il montre aujourd'hui dans son comportement. Vous parlez de violence verbale, de quelqu'un qui est vite agacé, qui n'aime pas les autres, ou en tout cas les êtres humains. Ça, il n'y a rien que vous avez senti au début. Non. De ça. Disons la première fois, la première fois, on était chez lui et on n'avait pas encore aménagé ensemble et j'étais montée 2 jours et on s'est disputé, je crois, pour des pacotiers parce que j'avais
mis un truc de travers. Je me souviens plus très bien la première histoire, mais c'était pour des pacotilles. Il était monté dans une fureur, mais quand il monte dans les fureurs, moi je suis simple. Je lui ai dit, je ne parle pas parce que tu es tellement violent, j'ai peur que ça prenne des ampleurs plus importantes et qu'on se fasse encore plus de mal. Donc je préfère me taire, attendre que tu baisses de pression, que tu descendes en pression et après, quand on est tous les deux là, pouvoir parler. Mais le problème, c'est quand je veux reparler, il me dit oui, mais de toute façon, tu as toujours raison. C'est toujours ma faute. C'est jamais ta faute, c'est toujours ma faute. Oui, c'est amusant. Il vous accuse de ce qui finalement il vous reproche. Donc il renverse à chaque fois les choses. Donc quand vous lui confiez ce que ça vous fait, il vous accuse de ressentir finalement ce que vous ressentez. Et vous êtes piégé. Et du coup, vous êtes perdu. Parce que vous n'êtes plus très certaine que ce soit juste ce que vous ressentez. Est-ce que Marie-Lou, ça ressemble, ça, ce que vous vivez là dans la relation, à quelque chose que vous avez vécu précédemment dans les autres relations? Du tout. C'est ce que je lui ai dit. Je vis avec toi. Aucun de mes relations précédentes ne m'a traité comme tu me traites. Aucun. Et le scénario dans lequel vous vous sentez piégé, ça aussi c'est nouveau pour vous? Tout à fait. Disons, oui, j'ai eu des comme tout couple, on avait des désaccords, mais bon, ça se remettait. Mais là, Je me demande dans quelle mesure, Marie-Lou, pour être allée aussi vite dans le Pacs, puis après dans le mariage avec cet homme-là, si vous n'avez pas voulu passer en force sur un projet qui était le vôtre, sans valider que ce soit bien un projet à deux, c'est-à-dire le projet de réussir là où vous aviez précédemment échoué, sans du tout tenir compte de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement, c'est le fonctionnement de l'autre, de la personne. Oui, je pense que j'ai voulu. Vous avez voulu ce couple absolument. Vous avez voulu que ça fonctionne. La thérapie de couple prouve. Quand vous dites, s'il est tellement violent, mais je me tais pour essayer que ça marche. Vous faites tout pour que ça marche, comme si ce couple-là, c'est celui de la dernière chance, et donc il faut qu'il marche. Mais dans mes relations précédentes, j'ai toujours été comme ça. Un peu comme ça. Voilà. Alors là, on retrouve une petite musique qui est la même chez vous. C'est je veux que ça marche et je suis prête à tout de mon fait à moi pour que ça marche. Vous oubliez, Marie-Lou, qu'on est deux dans une relation. Vous pouvez pas faire en sorte toute seule que ça marche. Ça, c'est pas possible. Et c'est toute la richesse d'un couple. C'est-à-dire tout seul, on n'est pas puissant dans un couple. On peut pas faire en sorte tout seul qu'un couple marche. On est deux. Donc, c'est ça. On fabrique les choses à deux, on construit à deux. Mais pourquoi il se connaît? Pas si bien que ça, manifestement, cet homme-là. Non, il se connaît pas si bien que ça, puisqu'il n'a donc pas entendu ou voulu écouter ce que lui a dit la thérapeute de couple. Et il vous retourne la charge de la preuve. Donc, il vous rend coupable de ce dont lui-même, en fait, il n'arrive pas à assumer chez lui. Vous êtes sûr qu'il se connaît si bien, cet homme-là? En tout cas, il connaît... Ah oui, c'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce qu'il montre. En tout cas, c'est pas son mode de fonctionnement. C'est facile de dire je me connais bien et je suis comme ça. Les gens d'ailleurs souvent assez violents le disent avec autant de violence. Il a besoin de beaucoup de violence pour assumer ça. C'est bien qu'il n'en est pas si certain. Mais ce que je lui ai dit, mais attends, si tu avais peur que ça ne fonctionne pas, parce que donc lui il est comme moi, il a eu un divorce et puis il a eu des relations qui sont très vite parties en live, disons. Il est parti en Afrique, il a rencontré quelqu'un en Afrique, a vécu séparément. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il prenait des maisons un peu à part, il vivait séparément avec les personnes. Et, donc assez violent dans ces relations, assez brutales. Tout à fait. Oui. Et il me dit, c'est depuis mon divorce que je suis comme ça. Non, la preuve que non, puisque là vous me tracez un parcours où il était dans ses ruptures. Mais oui, mais c'est ce
ce qu'il dit. Ah bah oui, c'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce que vous vivez, c'est pas ce qu'il montre. Alors qu'est-ce que vous faites de ça? J'en sais rien. Ben oui. Ça, je sais pas. Je sais pas quoi en faire. En fait, vous avez envie de le croire, c'est-à-dire que vous avez envie de croire à l'histoire qu'il se raconte et vous fusionnez avec son histoire à lui qu'il se raconte. Et donc vous êtes dans le déni, vous, par rapport à ce que vit le couple, et vous êtes complice de son propre déni, de lui-même et de ce qu'il vit. Pour quoi? Pour finalement vous protéger et vous dire c'est important, je lui fais confiance au nom d'un couple qui doit marcher, de toute l'histoire que vous êtes racontée pour que ça marche. Et manifestement, avec la volonté que vous y mettez, ça fonctionne. Mais à quel prix, hein? Vous payez cher, Marie-Lou. Mais il a de très bons côtés. C'est quelqu'un qui est très maternant, qui est très soignant. Il est adorable quand je suis malade. Il adore quand je suis malade. Eh oui, parce que vous redevenez une enfant. Parce que vous n'êtes plus menaçante. Voilà. Eh oui. Là, il a de la puissance dans ces cas-là. Mais quand vous êtes la personne saine que vous êtes et à la manœuvre avec des envies et des désirs, ben là, ça le stresse. Il ne sait pas quoi faire de ça. Et quand vous êtes une pauvre petite chose fragile, il sent cet homme a certainement besoin qu'on ait besoin de lui. Et là, du coup, comme un enfant d'ailleurs, hein, comme les enfants qui ont besoin de lui. Donc, soit Marie-Lou, vous prenez le parti de comprendre là, comme on est en train de le décortiquer, son fonctionnement, et de rentrer là-dedans, en fait, et de l'accueillir avec sa fragilité, sa violence, ses coins d'ombre, ses zones où il voit pas clair lui-même, où il se raconte une histoire, et vous savez faire la part des choses, mettre d'accord avec cette part des choses, pourquoi pas, et l'accueillir finalement dans sa fragilité, parce que vous aimez toutes ces parts de lui que vous trouvez belles et qui vous plaisent, et vous faites avec. Vous voyez, ça va être ça, l'accueillir lui dans ce qu'il est. Et peut-être que ça va l'aider à sortir de sa violence. Et peut-être que ça va lui donner l'occasion de vous rencontrer et de plus être tel qu'il est. Vous voyez, c'est vraiment de l'intelligence de l'autre et de qui il est. Ou alors, vous dites, non, il y a toute une part qui, pour moi, je peux pas. C'est trop douloureux parce que, je sais pas, ça me renvoie à mon histoire. Ça m'est pas supportable. Mais c'est là où vous allez être dans votre être, vous positionner, être dans votre authenticité. Mais il n'y a que vous qui pouvez le choisir, le décider. On fait un choix quand on est avec quelqu'un, on s'engage. Oui, mais j'ai peur de ce choix. Ah, parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur... Je ne sais pas si on a déjà fait tellement de concessions tous les deux, et chaque fois, il est violent verbalement, et je ne supporte plus, comme je lui ai dit, je ne suis pas arrivée à 58 ans pour me marier, pour vivre dans les disputes, dans les colères, ou qu'on ne soit pas d'accord. Je suis tout à fait, on se construit par rapport à l'autre. On vit par rapport aux désaccords. Les désaccords nous grandissent et nous enrichissent. Mais lui, non, il est dans la fusion. Dans la fusion ou plutôt dans le pouvoir? Parce qu'avoir raison, finalement, chacun a raison. On a toujours raison d'avoir raison. Mais par contre, le problème, finalement, c'est que c'est accepter que l'autre aussi a raison. Et il est là, le nœud du désaccord, et là où il est intéressant, comme vous dites. C'est-à-dire que en acceptant que chacun ait raison, on va parler de nos désaccords et puis on va creuser autour. Alors que si l'autre n'a pas raison et là, vous voyez juste quand vous dites qu'il veut quelque chose de fusionnel, il veut que vous soyez d'emblée d'accord. Mais si vous êtes d'emblée d'accord avec lui, avec tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il est, vous n'avez plus accès à vous. Vous n'avez plus votre différence, vous n'avez plus votre singularité. Et du coup, vous vous perdez. Et je comprends l'état de confusion dans lequel vous vous trouvez. Et du coup, ça devient dangereux. Et du coup, vous avez peur. Vous voyez l'engrenage. Et après, vous dites, je suis plus certaine de pouvoir choisir parce que vous n'avez même plus, d'une certaine manière, les moyens de votre choix. Il ne vous les laisse pas. Tout à fait, je suis tout à fait. Et encore que je suis d'accord avec vous, mais ce que j'essaye de comprendre, et c'est pour ça que je vous appelle, c'est comprendre son attitude. C'est-à-dire que, maintenant, comme je sais qu'il est toujours un petit peu difficile par rapport à ses attitudes ou un truc comme ça, quand il me demande, on fait quoi?
J'ai dit, mais attends, on fait ce que tu veux. Tu veux qu'on aille là? On va là. Comme j'ai pas envie d'avoir de dispute ou quoi que ce soit. Parce que, attendez, Marie-Lou, si jamais vous vous positionnez en disant, moi j'ai envie de faire ça, est-ce qu'il vous a posé la question? C'est une fausse question. Si vous avez une véritable envie, c'est pour s'opposer à vous qu'il vous demande ce que vous voulez faire? Disons, quand il me demande ce que j'ai envie, c'est pour savoir ce que j'ai vraiment envie. Bon, problème, c'est le problème, c'est que, par exemple, si, je vais vous donner un exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que j'ai choisi un camping qui était un peu trop bruyant. Là, je me suis vue. Oui, t'as vu, tu choisis n'importe quoi, on ne peut pas dormir, on ne peut pas se reposer. Donc, dès que je fais un choix, si ça se passe bien, il n'y a pas aucun souci. Mais s'il y a une petite faille Et vous, comment vous réagissez à ça, du coup? Vous sentez coupable ou vous assumez? Vous dites, bah oui, c'est vrai, j'ai mal choisi. Je me renferme et Non, affrontez-le, Marie-Lou. Il est comme un enfant qui supporte pas la frustration. Bah oui, c'est vrai, vous avez mal choisi. Ça arrive à tout le monde. Bah oui, vous avez choisi un campagne qui est pas top. Bah oui, il y a du bruit. Oui, c'est vrai. Bah, tu m'as demandé de choisir, j'ai choisi. Bah oui, j'ai pas très bien choisi. Puis un jour, c'est toi qui choisiras, puis tu choisiras moins bien. Tu feras aussi un mauvais choix. C'est ce qui est arrivé. Mais après, c'est ce que je lui dis. Mais je lui dis, tu sais, quand tu fais des erreurs, je ne t'envoie pas dans la figure que tu as fait une erreur. Oui, et qu'est-ce qui vous a dit à ça? Il me dit, ouais, tu es plus tolérante que moi. Tu acceptes plus facilement que moi. Très bien. Alors, si je suis plus tolérante, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Parce que l'idée, c'est pas que vous êtes mieux que lui ou qu'il est moins bien. Vous voyez, de pas rentrer là-dedans. C'est pas ça, c'est un jeu stupide, c'est un jeu d'enfant. Hein? Tout à fait. Et c'est pas ce que je cherche et ce qu'il cherche non plus. Ce que vous cherchez, c'est que. C'est parce que ce qu'on cherche, je ne veux pas que ce soit lui qui est tort, moi qui est tort ou quoi que ce soit. C'est qu'on avance. Oui, mais il est encore un enfant. Il agit comme vous avez un petit enfant en face de vous qui supporte pas la frustration, qui est anxieux, qui pique des colères, qui, quand ça lui va pas, a besoin de rendre l'autre responsable parce que lui-même n'est pas en état de se responsabiliser. Vous voyez, il y a un problème de maturité chez lui. Hein, et d'ailleurs, vous dites, il est très très bien avec les enfants, mais il a plus de mal avec les adultes. Il y a une part de lui qui n'arrive pas à se responsabiliser. Alors, peut-être ou pas que vous pouvez l'aider à grandir. Elle est là la question. Natacha a raison, elle dit que vous avez l'espoir qu'un jour il change, mais de l'autre côté, vous avez peur qu'il ne change jamais. Et c'est ça. Vous êtes écartelés entre ces deux phénomènes-là. Et il y a un autre auditeur là qui envoie un message en disant, en citant Socrate, la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé. Oui. Et alors, soit il est en capacité, alors on entend à travers ce que vous racontez, quand il réalise que vous avez une tolérance qu'il n'a pas, très bien, peu importe que vous soyez ça et lui pas. Maintenant, c'est quelle capacité il a? Est-ce que ça l'intéresse, lui, de devenir aussi un peu plus tolérant? Est-ce qu'il en a envie? Ah ben voilà, mais oui, mais il est là le nœud du problème, Marie-Lou. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. C'est je suis comme ça et tu vas faire avec qui je suis. Bon, bah c'est encore une forme de violence, ça. Et il dit, j'ai des attends, que j'essaye de trouver le mot. J'ai des valeurs dans ma vie. J'ai des principes dans ma vie. Ah oui, voilà. Mais une valeur n'est pas un principe. Hein. Attention, Marie-Lou. Un principe, c'est un principe de fonctionnement. C'est quelque chose de rigide. Un principe, c'est bête et méchant, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui y sont bien, mais enfin, un principe, c'est je déroge jamais. Donc, la Terre peut s'arrêter de tourner, mais c'est mon principe. Donc, un principe, ça s'accroche sur des croyances. Et c'est pas toujours très intéressant parce que ça peut pas se discuter. Du coup, on peut pas rentrer en discussion avec l'autre. La valeur, c'est autre chose. La valeur, c'est quelque chose auquel on accrédite de la valeur. Et il y a comme un code d'honneur dans la valeur. Hein. Ça a de la valeur, une valeur. C'est pas la même chose qu'un principe. Et souvent, on confond les deux. Manifestement, il confond les deux. Il est bourré de principes, mais les valeurs sont pas là parce que la tolérance est une valeur, mais la tolérance n'est pas un principe. Vous voyez.
Voilà. Tout à fait. Donc, il n'a pas la valeur de tolérance. Par contre, par principe, il n'est pas d'accord avec vous et par principe, il se remet pas en cause. Ça, c'est un principe. Un exemple qui me vient en tête, c'est par exemple, des fois en plaisantant, je lui répète 1 ou 2 fois les mêmes choses et puis il n'entend pas. Je lui dis, mais t'es sourd ou quoi? En plaisantant. Mais là, il me dit, oui, dis que je suis vieux, dis que je suis sourd, dis. Oui, voilà. Il surinterprète. Marie-Lou, vous allez trier un peu dans tout ce qu'on s'est dit ce soir pour voir un peu où vous en êtes et maintenant c'est vous qui allez décider de ce qui vous convient ou pas et de votre capacité à faire avec ça et aussi de trier entre l'espoir qu'un jour il change ou votre peur qu'il ne change pas. On ne change pas. Alors, on ne change pas réellement. Il y a un fond de personnalité. Après, par contre, on apprend. Et le fait d'apprendre change quelque chose. On change quelque chose dans nos modes de fonctionnement. Donc peut-être qu'il a cette capacité, peut-être pas. Ça, on ne peut pas y répondre. Il me dit que de toute façon, il a déjà fait tellement d'efforts depuis qu'il est avec moi qu'il était incapable de continuer à faire des efforts comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Bon, voilà. Vous avez la réponse. Non, parce que les efforts qu'il fait, c'est pas continuel, c'est pas d'acceptation. C'est... Oui, j'entends. Marie-Lou, ce qu'il faut que vous gardiez là de notre échange, et c'est très important, c'est ce sentiment que vous avez d'être perdu, voire d'être piégé. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Parce que vous voyez que quand on échange toutes les deux, vous vous rendez bien compte que vous retrouvez votre chemin un peu comme le petit pousset, et que vous avez vos petits cailloux, donc les perdez pas, parce que vous vous sentez juste, vous voyez juste, vous avez des valeurs justement, vous. Attention, gardez-les et suivez-les, ces valeurs-là. J'ai peur qu'il me les enlève justement, c'est ça le vous problème. Risquez de vous perdre, voilà. Alors, les petits cailloux, ça va être vos valeurs, donc raccrochez-vous, refaites le chemin. Et vous savez, l'histoire du petit poussé, c'est une histoire d'autonomie, parce que les parents avaient perdu les frères et sœurs avec le petit poussé dans la forêt, et ils ont retrouvé leur chemin en toute autonomie. Et après, il est malin avec l'ogre, etc., les bottes de 7 lieues. Donc, c'est un conte qui nous amène à créer notre autonomie, à savoir nous débrouiller même quand on nous perd. Donc là, vous êtes perdu, reprenez de l'autonomie. C'est important pour vous. Oui, je vais suivre, je vais réécouter notre émission, notre podcast. D'accord. Et je vais essayer de retrouver vos petits cailloux, votre chemin à vous. Nos petits cailloux, et puis de voir jusqu'où je peux aller avec mes petits cailloux et surtout ce que je vais en faire de mes petits cailloux. Oui, ne vous perdez pas vous. C'est important. Merci Marie-Lou de nous avoir appelé. Bon courage à vous. Je vous remercie Sophie. Bonne soirée, bonne émission. Au revoir. Bonsoir Christine. Bonsoir. Bienvenue. Disons que je suis un peu fatiguée, j'ai un peu la voix cassée. Oui. Mais je suis très contente de vous avoir parce que je vous écoute. Moi aussi. Oui. Je vous écoute depuis plusieurs années, vous et Caroline, et puis d'autres. Mais disons que mon histoire n'est pas simple, parce que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, naturellement, elle a pris une ampleur, étant donné que j'ai perdu mon fils, et je suis en grande douleur, là, parce que il est décédé le 7 mars, et je l'ai toujours eu avec moi. Il vivait avec moi et il n'a jamais travaillé du fait que on l'avait reconnu psychotique et en même temps schizophrénique. On ne savait pas exactement. Mais cette maladie, il l'avait eue à l'adolescence. Et naturellement, au début, il était très bien, il sortait. Quoique les psychiatres m'avaient, disons, convoqué en me disant « il ne travaillera jamais ». C'est dommage, c'est un beau garçon, mais il ne travaillera jamais, étant donné cette maladie que je ne connaissais pas encore. Mais je l'ai vécu, donc tous les années, il est resté avec ses parents, donc mon mari et moi. Mon mari est disparu il y a 15 ans et mon fils est disparu cette année au mois de mars.
Alors là, je suis toute perdue du fait que moi-même, je suis fragile. J'ai des phobies, j'ai été chez les psychiatres que j'avais même pas 30 ans. Donc c'est un peu la famille qui est comme ça et c'est bien triste. Parce que je vous assure, on en souffre. Et j'ai une fille qui est très gentille, qui vient me voir tous les jours. Mais quand elle s'en va, eh bien, j'attrape une crise d'angoisse. Je ne peux pas rester seule dans la maison, je ne peux pas rester seule sans... Alors je remémore mon fils, je lui parle, je suis vraiment perdue. Alors je vous avais appelé pour savoir s'il pouvait avoir une solution à ce gros problème. Un problème que je ne sais même pas si, quand je vais me coucher, eh bien, je pense à ne plus me réveiller. Parce que je n'ai aucune satisfaction dans la vie. Et... Même celle de voir votre fille qui vient vous voir tous les jours et qui tient à vous, manifestement. Oui, c'est pour elle que je reste en vie. Parce qu'elle a également un gamin. Oui. Elle s'en sort, elle, dans la vie, enfin. Non. Non, elle n'a jamais pu travailler non plus. On peut dire que c'est une maladie, on peut dire contagieuse par le fait. En tout cas, génétique, enfin, vous voyez. Génétique. Mais est-ce que et donc votre fille, cependant, est maman, mais elle est quoi elle a été diagnostiquée elle aussi? Disons que je m'en suis occupée quand elle était enfant. Elle avait la phobie scolaire. Et puis, on a été obligé de la mettre dans une maison sérieuse, enfin, si on peut appeler ça sérieuse, mais enfin, pour qu'elle quitte la maison, pour qu'elle puisse reprendre l'école, étant donné que l'école lui donnait des phobies terribles. Et maintenant, il y a son gamin qui a 14 ans, il prend le même chemin. C'est une catastrophe, il prend le même chemin, on n'en parle pas naturellement, mais il va déjà... C'est une impression ou oui, c'est quoi les faits où vous dites qu'il prend le même chemin? Les faits sont il a beaucoup de malaise. Oui. Et quand il est à l'école, il veut revenir à la maison. Alors il dit qu'il a mal, qu'il étouffe, ça lui serre la gorge, il serre les poumons, enfin bon, il est très mal à l'aise. Alors les professeurs, ils ne cherchent pas plus que ça, ils appellent ma fille va le chercher, et puis après il rentre dans sa chambre, et puis voilà. Et le lendemain, ça recommence. Maintenant que c'était les vacances, c'était la paix, on peut dire, on était un peu tranquille, mais maintenant ça va recommencer. C'est un enfant qui ne parle pas beaucoup. Oui. Je remire à mon fils. Il vous fait penser à votre fils? Tout à fait. Tout à fait. Et quand vous dites on n'en parle pas avec ma fille, si je comprends bien, c'est un peu tabou, c'est ça? Disons que oui, parce que on ne parle pas des malaises que mon fils avait quand le gamin est là, parce que il ne l'a presque même pas vu. Parce que mon fils était toujours couché, et puis il évitait de parler. Mais il l'a vu quand même dans des mauvais états, des états de grande fatigue, de douleur, puisque c'est une mauvaise maladie, je vous assure. Il faut la vivre pour savoir ce qui. Alors je l'ai vécu pour moi. Après, mon fils, mon mari est décédé, je suis restée avec mon fils. Nous étions très fusionnels. Parce que j'avais un garçon très, très doux, très gentil, malgré ses malaises. Alors il se mettait dans sa chambre, il fallait pas lui parler, il fallait que ça passe. Et puis après il redescendait. Et enfin c'est-à-dire qu'il est mort à 58 ans. Jeune, non? Je l'ai toujours eu avec moi. Oui. Son père n'étant plus là. On était tous les deux. Oui, pour vous, c'est un immense vide. Tout à fait. Bien sûr, Christine. La question que je me pose en vous écoutant, et peut-être
j'allais dire, de faire attention, j'ai envie d'attirer votre attention là-dessus, c'est que les choses sont pas données d'emblée, c'est-à-dire que votre petit-fils, certes, il y a des traits qui vous font penser à votre fils, et bien sûr, vous avez peur d'eux, que l'histoire se répète encore, et bien sûr, il y a votre fille, mais peut-être que ce petit-fils-là, il est dans toute cette chaîne un élément pour arrêter ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose là à faire, en parlant d'ailleurs avec votre fille, c'est-à-dire que ce soit pas tabou et plutôt d'encourager votre fille, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de traitements, tout ça fait beaucoup de progrès, il est encore tout jeune, et de poser des diagnostics un peu sûrs pour pas reproduire et tomber dans ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, parce qu'il n'y a pas de destinée d'emblée donnée. Bien sûr, ça ressemble. Alors, je comprends votre inquiétude, oui. Mais alors, justement, raison de plus pour investiguer un peu plus avant et faire même des tests en génétique, parce qu'en psychiatrie aujourd'hui on s'intéresse à la génétique et il y a des psychiatres formés à ça, et de consulter autour de ça pour justement voir quel est ce patrimoine et qu'est-ce qu'on peut faire de ce patrimoine assez jeune. Bien, il consulte tous les 15 jours une psy, une psychiatre. Une psychiatre, et elle trouve que il y a beaucoup à faire chez lui parce qu'il a beaucoup aussi de TOC. Oui. Beaucoup. Mm-hmm. Et en plus, elle dit qu'il a des graves problèmes. Alors, elle a l'air de pas prendre ça à la rigolade, comme on dit. Oui. Voyez-vous, et mon fils, c'était pareil. Et regardez donc, il a été malade tout le temps. Il avait psychiatre, il allait... Oui, je comprends. Je comprends que ça vous rappelle tout ça et que ce soit pris très au sérieux, mais on n'est pas à la même époque. Il y a 50 ans d'écart presque entre les deux. Il y a plus d'une génération d'écart. Et donc, ça veut dire que là, pris tôt, il a 14 ans. Mais en même temps, j'entends votre crainte, votre anxiété, tout ça qui se répète et qui ne s'arrête jamais et qui ne donne pas d'espoir pour vous. Je pense que ça doit beaucoup vous faire mal, en fait, et être douloureux pour vous. Parce que bien sûr. Ce petit garçon n'a pas demandé d'avoir des problèmes comme ça. Il y a un papa, il y a un papa, elle vit en couple, votre fille ? Oui, il a un papa qui est bien. Donc, voilà, il a des deux parents alors. Il en perd un peu, comme on dit, son latin, parce qu'il dit ça vient de chez vous, ça. Il le dit carrément, parce que chez eux, il n'y a pas de problème comme ça. Tout le monde une bonne profession. Donc le papa reporte le problème sur la belle famille. Sur nous, ça, il n'y a pas de problème. Oui, mais attention, cet enfant a bien des deux. Donc, ce serait... imaginez, Christine, un arbre, un bel arbre, et puis qui hériterait d'autres arbres autour, et d'une forme de maladie, mais avec toute une partie de l'arbre, de branches ou d'autres qui sont saines. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'occuper des parties saines pour traiter l'arbre. Et c'est ça qui est intéressant chez votre petit-fils. Il a cette chance-là d'avoir un papa. C'est ce qu'on fait, parce que déjà l'année dernière, il avait ses problèmes. D'accord. Il fallait aller le rechercher à l'école. Et maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Oui, donc, il travaille moins bien. Mais oui. Il néglige un peu tout. Oui. Il est dans sa chambre. Mais il est adolescent, il a 14 ans. Donc l'adolescence, c'est un passage. Ça ne dit pas tout d'une vie. Oui, attention, Christine, à ne pas tomber dans la fatalité. Mais j'entends en même temps, et je le comprends, que votre fils disparu et votre grande solitude vous invite presque à l'anxiété et à tourner tout ça dans votre tête, bien sûr. Oui, mais je ne fais pas voir au petit. Oui, bien sûr. Non. Oui, d'ailleurs, quand il rentre il vient pas beaucoup chez moi. On dirait qu'il a peur. Vous croyez ? Peur, oui. Ah oui, c'est ce que vous ressentez. Oui, c'est ce que je ressens. Oui. Je dis, il ne se plaît pas chez moi. Et quand il était petit, qu'il était encore inconscient, eh bien, il jouait dans mon jardin. Je faisais des gâteaux. Il aimait mes gâteaux. Eh bien, maintenant, tout a changé. Oui, Christine, c'est normal, il a 14 ans et c'est plus le petit garçon qui aime les gâteaux de sa grand-mère et de jouer dans le jardin. Il a ses copains. Donc, attention à ce que vous voyez.
Attention à vos interprétations qui naissent bien sûr de votre solitude et de votre inquiétude. Mais écoutez bien ça, parce qu'à 14 ans, c'est sûr que d'aller chez mamie manger des gâteaux et de jouer dans le jardin, c'est beaucoup moins rigolo. Voilà, il traîne avec ses copains, quoi, à la sortie de l'école. Même pas. Il rentre sur l'ordinateur. Avec ses appareils. Et l'ordinateur. Les ordinateurs. Alors là, c'est un as. Vous voyez, il développe autre chose de sa créativité. Mais ça ne dit pas qu'il a peur d'aller vous voir, Christine. Invitez-le, faites-lui un gâteau et dites-lui que le gâteau l'attend, comme dans son enfance. Je sais bien, mais je dis à ma fille, il n'a pas l'air de m'aimer. Non, rentrez pas là-dedans, Christine, parce que vous vous faites du mal et vous lui attribuez quelque chose que vous ne savez pas et qui est pas très juste pour lui. Donc je vous souhaite de faire un gâteau ce week-end pour votre petit-fils et invitez-le à le manger, d'accord ? Je vous embrasse, Christine. Bon courage à vous. Merci. Au revoir, Christine. Allez, au revoir. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit en direct. Et avec vous, pendant encore une heure, une libre antenne placée sous le signe de la rentrée. Oui, c'est de saison. Il y a eu la rentrée des classes cette semaine et peut-être vous, votre rentrée du bureau. Et le grand conseil, c'est de ne pas perdre tout le bénéfice de la déconnexion de l'été, de cultiver au cours de l'année ou des week-ends sans culpabiliser des moments de déconnexion comme autant d'oasis ressourçantes parce qu'ils sont les garants de votre vitalité pour l'année à venir. Et puis n'oubliez pas surtout de remplir votre agenda de choses douces, de dîners privés entre amis, de moments d'intimité avec vos proches parce que finalement c'était ça la richesse de vos vacances, donc pourquoi pas aussi celle de toute votre année. Allez, on continue à se donner des conseils dans la libre antenne de ceux qui nous font du bien et nous redonnent de l'énergie. Vous pouvez réagir par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou appeler tout de suite le 39 21. Corentin et Sonia attendent votre appel et Patrick, l'ami, veille au bon déroulement de cette émission. Et puis si vous souhaitez commenter plus longuement ou nous exposer votre histoire par écrit, envoyez-nous un mail sur europe1.fr, rubrique Libre Antenne 39 21. J'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et puis alors Christine, un message très personnel pour vous de Pierre de Villeneuve qui dit que lui veut bien un gâteau au chocolat, mais il dit uniquement au chocolat et il promet qu'il ne restera plus scotché devant son écran. Ça c'était pour vous faire sourire et égayer votre nuit, Christine. Bonsoir, c'est Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Bonsoir. Merci. C'est très intimidant de vous parler. Je pensais pas qu'un jour j'aurais le plaisir de parler avec vous. Merci Marie. Je vous écoute tous. Je voulais d'abord vous dire que merci d'exister avec toute votre équipe. Oui. Parce que je pense que vous faites beaucoup de bien à beaucoup de monde. Merci. Qui n'osent pas aller parler à un psy, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est la vertu de l'émission. Comme moi. Moi, je fais j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui, des fois pour le taquiner, je dis, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de vous que je suis toujours en vie. Mais c'est pour le taquiner parce que c'est la personne la plus généreuse que j'ai rencontrée de ma vie. Et je ne fais pas du tout un transfert. Avec votre psy, vous voulez dire? Oui. Oui. Et voilà. Si je vous ai appelé, c'est parce que mercredi, à un moment, dans l'émission, il y avait quelqu'un qui parlait de son deuil, sa fille qui était décédée en lui laissant ses enfants. Donc, beaucoup de problèmes et tout ça.
Et moi, je suis un enfant qui pleure, même si j'ai plus de 60 ans. Ouais. Et que mon papa est mort il y a quelques mois. Il me manque beaucoup. Je voulais pas qu'il s'en aille. Ouais. Et dans cette personne disait que ce qui m'a fait bondir sur le téléphone, oui. c'est ce que son ex-gendre a dit à ses 2 plus jeunes enfants, que leur mère était décédée, on passe à autre chose, on n'en parle plus, hein, comme si elle n'avait pas existé. C'est quelque chose d'affreux, de terrible. Oui. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, moi, je me suis beaucoup occupée de mon père pendant 10 ans. Bon, il est quand même parti. Je l'ai accompagné jusqu'au bout et tout. Et puis, je ne veux plus employer mon frère parce que j'ai perdu mon père. Mettons le 3 mettons le mois d'août, il y a quelques mois déjà. Oui. Je ne veux pas trop donner de non mais peu importe. Détails, ni de date, ni de rien. Oui, je comprends. Oui. Voilà, mettons le 5 janvier. Il y a quelques mois, bref. Ouais. Oui, voilà. Donc mon père est mort. On a fait le nécessaire, j'étais anesthésiée, le chagrin, tout, ma mère qui est toujours là et tout. Et un mois après, j'ai dit le 5 janvier, et le 5 février, par exemple, mon frère, que je ne veux plus employer ce mot, mon frère, parce que je l'ai rayé de ma vie, j'ai perdu mon frère. C'est-à-dire que j'étais chez ma mère. Oui. On rentrait, donc je l'avais accompagné se faire soigner. Et la veille de la mort de mon père, mon frère m'a dit, quand tout ce sera fini, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, ni que tu m'adresses la parole, et je ne veux plus t'entendre. J'étais dans la voiture avec lui, on allait voir mon père qui était déjà dans le coma. On nous avait donné 24-48 heures. Ça faisait 24 heures et je voulais absolument voir mon père. Donc on est allé le voir à l'hôpital. Et sur le trajet, il m'a dit ça. Je n'ai pas demandé ni pourquoi ni comment, j'ai rien compris. J'étais anesthésiée, tout ce que je voulais c'était voir mon père. C'était déjà très tendu entre vous avant ou ça sortait de nulle part? On ne se fréquente pas trop, mais quand on se rencontre chez ma mère et tout ça, mon frère, apparemment, il est dans la haine. Moi, je vais pas. Depuis longtemps, oui, vous le sentez, depuis longtemps. Oui. Il a toujours été agressif avec moi. Avec vous. Toujours. Et c'est lui l'aîné? Non, c'est moi. C'est vous, d'accord. Et puis, donc, un mois jour pour jour, donc le 5 février, donc il m'avait dit qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Mais pendant les funérailles et tout s'est bien passé, on a discuté, on a fait le nécessaire, tout, la messe, tout. Et puis chacun est rentré chez soi, et je ne l'ai pas vu d'un mois. Ni entendu parler, ni rien, tout ça. Et puis j'étais chez ma mère, donc le 5 février, il arrive, mais il m'avait dit de ne plus jamais l'adresser la parole. Et quand il est rentré, j'ai senti une présence, j'ai senti que ma mère était contente de le voir parce que c'est son héros. Non. Son héros, oui. Oui, voilà, c'est ça. Il peut faire, bref. Et je les ai laissés faire comme si je n'étais pas là. Mais mon cerveau avait oublié qu'il m'avait dit de ne pas lui parler. Mais je ne lui ai pas parlé. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas dit, il ne faut pas que je lui parle. Et il vient vers moi, il me dit salut. Et moi, je dis salut. Et puis, au bout de 2 minutes, il m'a traité de tous les noms. J'ai plus de 60 ans, lui, il approche des 60. On s'était jamais dit un gros mot. Il m'a traité de tous les noms les plus grossiers qu'on puisse recevoir à la figure. Moi, j'ai rien compris. Et puis, il m'a menacé de me frapper. Ma mère s'est mise entre nous deux, on pleure.
Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Alors, je ne suis pas croyante, je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais maintenant, je crois aux anges, par contre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me protège. Parce qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que je l'ai mis plus bas que terre. Je n'étais pas consciente que je pouvais me défendre à ce point. Vous voulez dire physiquement ou psychologiquement? Non, verbalement, toujours. Oui, vous lui avez dit quoi? Eh bien, il m'a traité de pute et je l'ai traité de cocu alors qu'il n'est pas cocu. Parce que j'aurais dû lui traiter d'autres choses, mais c'est ce qui... Et après, il m'a humiliée. C'est-à-dire que si j'avais des problèmes de féminité, je pense que ce jour-là, je ne me suis jamais remise. Vous voyez, et il m'a dit qu'aucun mec ne voudrait jamais de moi parce que je vaux rien, j'étais une pute. Et quand je lui ai dit que je me régalais, ben, il m'a dit, ma pauvre, personne ne voudrait jamais de toi, tu t'es regardé, tu t'es vu. Et alors, là, je l'ai traité de pauvre type, de tout, des choses que je n'avais jamais dit et que je ne savais pas que je pourrais dire. Et là, quand il a vu que qu'il pouvait plus rien faire de moi, qu'il n'y avait rien à faire, il m'a dit t'as qu'à aller en psychiatrie, et puis il est parti. Et moi, quelque part, ma mère était dans des états que vous pouvez imaginer, une dame de 85 ans et tout ça, qui vient de perdre son mari. Mais oui, et qui voit ses enfants s'insulter. Voilà. Moi, par contre, ça m'a soulagée. Oui, on sent que c'était contenu depuis longtemps entre vous. On dirait que le père parti, votre frère se lâche. Non, j'ai rien compris. Mais oui, mais ça remonte à loin. Ça remonte à très loin, Marie. Et vous voyez le père, la figure du père qui meurt, c'est la figure d'autorité, donc vous n'êtes plus protégé par le père, et il le sait. En plus, avec mon père, on avait une relation... oui, c'est ce que j'imagine. Très câline. Quand il me voyait, on aurait dit qu'il voyait le soleil. Et je crois que... Mais il est très jaloux de ça. C'est pour ça que vous êtes une pute, c'est que vous avez séduit le père. Vous voyez pourquoi il vous traite de pute, votre frère? C'est que vous lui avez ravi par votre séduction de femme l'amour du père. Et lui n'a eu que les miettes. Je comprends pas. Je comprends pas. Ah vous y êtes pour rien, Marie, je dis, c'est ce qu'il a vécu lui. Vous comprenez pas parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous, et de cette façon-là. Mais vous voyez bien que c'est à lui. C'était d'une violence... Oui, c'est la violence d'un enfant qui a retenu ça pendant des années et des années. Mais alors que ma mère l'adore, elle est en extase. Oui, mais on est en pleine deep des deux côtés. Donc lui a la mère et vous aviez le père. Il devait y avoir un couple très divisé de ce point de vue-là. Vous avez fait couple avec votre père et lui a fait couple avec la mère. Et le fait que vous perdiez votre protecteur... J'étais bien obligée de m'en occuper. Ah, mais ce n'est pas... Marie, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a une erreur de votre part. Il y a quelque chose qui s'est distribué pour vous dans la famille, qui a divisé le frère et la sœur et qui aujourd'hui a permis à votre frère, une fois votre père enterré, ça ne remet pas en cause le fait que vous occupiez. De la mort, il a commencé. Il le savait. Oui, puisqu'il était déjà, quand on est arrivé à l'hôpital, il était déjà dans le coma et la veille, on nous avait dit qu'il en avait pour 24 heures à 48 heures. Qu'est-ce que vous souhaitez, Marie, vous, dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe après cette altercation, quand il est revenu voir ma mère lui a dit pourquoi t'as fait ça, et il lui a dit qu'il ne savait pas. D'abord. Ensuite, ma mère, à chaque fois qu'elle le voyait, elle lui disait. Puis à un moment, il lui a dit qu'il voulait plus en entendre parler. Et puis après cela, il a commencé à déblatérer sur moi. C'est-à-dire que, par exemple, c'est moi qui j'ai divorcé. Il a dit à ma mère que je vais quitter mon mari pour un autre homme. Or, je ne me suis jamais remis avec quelqu'un. Que des choses comme ça. À chaque fois qu'il venait, c'était pour me dénigrer aux yeux de ma mère. C'est tout. Il a peur aussi très certainement que le lien que vous avez eu avec votre papa, vous lui ravissiez la mère, que vous lui preniez
sa relation? Il a peur de vous? Est-ce qu'il décuple sa violence? Il a besoin de vous anéantir, de vous humilier, de vous sortir? Il a voulu, mais alors mais alors... C'était quoi vos relations quand vous étiez enfants tous les deux? Comment ça se passait? Moi, j'étais sa mère. Je l'ai pris en charge à l'âge de 12 ans. Pourquoi? Parce que votre mère était... Non, parce qu'on est des immigrés. Oui. Et je suis l'aînée. Oui. Et on me l'a filé dans les pattes. Et j'ai pas eu le choix et je l'ai adoré. Il y a quelques mois encore, j'étais prête à me faire décortiquer en morceaux pour lui. Et à cause de lui, je sais maintenant que je peux tuer pour me défendre. Et même à un moment, je l'ai haï. Ça a duré une demi-heure. Depuis l'altercation, là? Non, depuis, j'ai une maladie de peau. Ah oui, c'est intéressant. C'est très psychique, les maladies de peau, Marie. Alors, j'ai un psoriasis des grosses sur la tête, sur le visage des rougeurs. J'ai toujours 16 de tension alors que j'avais toujours 12,8. Mon médecin me dit c'est toujours à cause de ça. J'ai pris 6 kilos en 4 mois. Ah oui, c'est très violent. Vous êtes passé donc... j'ai complètement perdu le sommeil. C'est-à-dire que j'ai passé des semaines. On voulait même mettre en psychiatrie. J'ai refusé même de prendre des antidépresseurs parce que je disais au médecin, je ne suis pas dépressive. Je suis très en colère et très triste. Mais oui, très en colère et très triste parce que je suis triste d'avoir perdu mon père. Et c'est une double perte. Et votre frère. C'est d'une violence inouïe que je ne souhaite à personne. Marie, vous disiez, je crois, au début de votre témoignage que vous êtes en thérapie. Oui. Et vous avez, j'imagine, travaillé un peu cette relation à votre frère. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il en sort et qu'est-ce qui, du coup, voyez, un peu à fleur de peau, pour reprendre votre maladie de peau, a fait que vous ayez eu envie d'appeler l'antenne ce soir? Voyez, qu'est-ce qui est plus fort que vous, là, et qui vous démange, pour reprendre le psoriasis? Il me démange drôlement. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous démange là, qui fait que vous appeliez alors même que vous êtes en thérapie par ailleurs? Voyez, quelle est la zone d'ombre, quel est l'endroit qui vous gêne là en ce moment? Eh bien, parce que j'ai toujours pas compris, et peut-être aussi parce que mon père s'est fait incinérer et mon frère avait les cendres et on devait le faire ensemble. Et là, dernièrement, il a dit à ma mère qu'il l'avait fait, tout seul évidemment, puisque il n'était pas question qu'il m'adresse la parole. Mais sans votre mère et vous? Il y a un abus de pouvoir, là. Non, oui, mais si vous saviez tout ce qu'il a fait depuis. Donc il a dispersé. J'ai même appelé la police. Commissariat et j'ai fait une main courante. Oui, donc il va très mal. Alors, quelqu'un m'a dit, c'est pas pour minimiser les choses, mais il doit être très mal. C'est ce que j'allais vous dire, c'est le mot que j'allais vous dire. Oui. Pardon ? Oui, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Eh bien, moi, je suis tellement en colère que j'ai répondu, moi, quand je vais mal, je ne traite pas les gens de pute, je vais me faire soigner. Oui, et est-ce qu'il a déjà consulté? Oh, il risque pas. Oui. Parce que c'est un super homme. Vous savez que dans la famille, je passe pour une folle parce que je suis allée vers les psys. Ah oui, ça c'est malheureusement culturellement, et ça traîne encore. Aller chez le psy, c'est qu'on est fou. Oui, mais ça c'était vrai il y a 30 ans. Qu'est-ce que tu peux raconter à ce mec ça lui fait peur. Ouais. Mais bien sûr, c'est un lâche. Bien sûr. Il est d'une lâcheté. Il y a René qui questionne. Elle dit, on vous l'a filé dans les pattes, en est-il responsable? Non, mais pardon. Ah non, il est pas responsable. Moi, je l'ai jamais tenu pour responsable. Au contraire, moi, j'ai toujours. Au contraire, je vous dis. Mais vous voyez, Marie, qu'il y a tout un pan de l'histoire, et c'est là où vous fusionnez avec son histoire à lui. Il y a tout un pan. Moi, j'étais fusionnée. Mais oui, c'est bien ça qui aujourd'hui vous crée tous ces symptômes, et notamment où vous somatisez au travers de la peau, parce que c'est épidermique. Hein. C'est votre épiderme. Je suis bien sûr. Et je ne guéris pas, hein, ça fait des mois. Oui, mais sortir la responsabilité que vous avez de ce frère qui finalement se retourne contre vous. Là, on est vraiment dans la tragédie grecque.
Vous avez un frère que vous avez donc protégé, si je comprends bien, choyé. Il y a encore quelques mois, j'étais prête à me découper un petit morceau s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais Marie, vous traitez pas bien ce frère il y a quelques mois, déjà? Non, ça fait des années. Des années. D'accord. Oui, donc Marie, mais stop. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté, vous dites jusqu'à me faire découper en morceaux, donc c'est violent aussi. C'est-à-dire que vous avez accepté ce frère maltraitant auprès de vous et envers vous. Là, tout d'un coup, vous vous révoltez, mais vous dites, c'est insupportable, alors que cette colère et cette révolte vous donnent le moyen de sortir de ce système complètement toxique dans lequel vous êtes depuis des années. Mais par contre, je ne veux plus entendre. J'ai interdit ma mère de me parler de lui autrement que quand c'est nécessaire, dans la succession, dans des papiers, dans des trucs comme ça. Quand elle me parle de lui, qu'il est fatigué, qu'il est ci, qu'il est ni, je lui dis, si tu me parles de lui, je ne viens plus. Parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous vous sentez mieux, Marie? Oui. Oui, d'accord. Étant... D'accord. Oui. Donc puis, vous êtes en voie... Je vais m'aller beaucoup plus loin. Oui, donc il fallait en passer par cette crise, cette catharsis quasiment, de vous, passez-moi l'expression, de vous foutre sur la gueule, mais vraiment. Et il a levé le poing, bien sûr. Il m'a serré le bras. Oui, mais vous avez à ce moment-là décidé, via de la violence et de l'insulte et non, c'était jamais insulté, on s'était jamais dit, même pas merde, mon père nous aurait retourné la tête. Ben oui, donc vous êtes autorisé dans un conflit ouvert, un conflit empêché par le père. Et le père mort, l'autorisation tombe. Et elle vous fait du bien. Et je pense que ça lui fait du bien. Vous savez, Marie, c'est un long fleuve, la relation fraternelle, frère-sœur ou frère, enfin. Oui, mais c'est un long fleuve. Ça veut dire que la crise d'aujourd'hui ouvre une brèche dans quelque chose qui était fusionnel, de non-dit, de tabou et d'assez malsain finalement, et que votre désaccord et votre crise d'aujourd'hui finalement d'une certaine manière vient paradoxalement assainir la situation, et pas tout de suite, je vous dis pas tout de suite, mais peut augurer à l'avenir de quelque chose qui puisse se renouer de façon plus juste et plus saine pour vous deux. Mais il faut laisser passer l'orage. Non, évidemment, je vous dis pas tout de suite, c'est trop tôt, vous pouvez pas l'entendre. Plus jamais. Mais c'est un long fleuve, ouais. Ah non, il m'a fait trop de mal. Pendant des années, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était pour m'écraser. Et moi, je voulais pas faire des histoires, je voulais pas envenimer les choses. Je vais même vous dire, une fois l'altercation terminée, j'ai rassuré ma mère, je l'ai câlinée, j'ai tout ça. Et je suis partie de chez elle, et dans la rue, j'avais l'impression de ne pas toucher terre. Parce que contente de ce qui s'était passé, libérée. J'étais légère, alors que j'ai pris des kilos et j'ai des kilos en trop. Eh bien, j'avais l'impression que mes chaussures ne touchaient pas le sol. Oui, parce que le tabou est levé, l'interdiction du père est levée. Après, j'ai eu le contre-coup. J'ai pas dormi pendant des semaines et des semaines et des semaines, tellement bien que je vous dis, on voulait m'hospitaliser. Qu'est-ce que vous faites de ce moment-là? Pourquoi vous l'avez perdu, ce moment? Pardon? Pourquoi vous avez perdu le moment où vous étiez libérée? Qu'est-ce qui fait qu'après, c'est retombé, d'après vous? Parce que j'ai ma mère en charge, je ne vis pas avec elle, mais elle me le rappelle tout le temps, bien sûr. Donc vous sentez coupable finalement. C'est-à-dire ce qui vous a libéré sur le moment vous revient culpabilité. De ce qui a été vécu. Pourquoi vous me dites? Alors, je reprends ma question. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez perdu la légèreté que vous aviez au sortir de cette scène? Et vous dites, mais alors... Je pense parce qu'il y avait le mélange avec le deuil. Ouais, d'accord. Il y avait, je comprends. Et j'étais, vous savez, je ne savais pas qu'il fallait faire autant de démarches quand quelqu'un meurt. Et il n'y a que moi qui l'ai fait. Lui, il ne s'est jamais occupé de mes parents. Il n'a jamais rien fait. Et c'est moi qui ai fait
j'en finis là, et c'est pas encore tout à fait fini. Ouais. Et c'est moi qui ai tout fait. Vous savez, Marie, c'est très complexe que vous nous racontez, et malheureusement, d'une certaine manière, ça peut être relativement fréquent dans les fratries, et ça remonte à quelque chose de très lointain de votre petite enfance, de ce qui a été vécu entre le frère et la sœur que vous étiez, dans le face-à-face, dans aussi le lien avec les parents, et donc c'est des nœuds très profond, très très gros, très serré à vos âges. Et peut-être qu'effectivement vous êtes en ce moment, et vous avez donné le calendrier, dans un moment particulier où vous êtes à la fois dans le deuil du père, et pourtant ce père parti vous autorise à lâcher le frère. Donc il y a, vous voyez, vous le décrivez assez bien, à la fois de la tristesse, de la colère, et puis aussi une certaine forme, je pèse mes mots, de soulagement par rapport à la relation au frère. Donc c'est complexe ce que vous vivez. Je suis tout à fait d'accord avec complexe, vous, parce que c'était lourd. Bien sûr. C'était à chaque fois qu'on se voyait, je ne savais jamais ce qu'il m'allait me foutre dans la gueule. Oui. Je m'excuse de m'exprimer comme ça, mais c'était comme ça que je le sentais. Oui. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous avez moins peur, là. Vous avez moins peur maintenant. Vous avez su l'affronter. Ah, mais moi, figurez-vous que dernièrement, je suis allée chez ma mère et on essaye on sonne pour voir si l'autre n'est pas là et tout ça, il y a un truc. Et puis l'autre fois, j'étais chez ma mère et c'est un jour où il vient jamais le week-end. Et moi, un dimanche, j'y étais et l'ascenseur est monté, mais on ne savait pas qui était dedans. Et l'ascenseur s'est ouvert, il était avec sa femme. Et moi, j'attendais devant la porte. Oui. Et il est sorti avec sa femme. Et moi, je suis rentrée. Et voilà. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a réagi comme ça la veille de la mort de mon père, pourquoi il ne m'a jamais dit ce qu'il avait sur le cœur, parce qu'il m'a quand même dit des choses il y a 30 ans. Il m'a reproché des choses, mais sur mon couple, alors que ça ne le regarde pas. Oui, mais vous voyez bien qu'on est dans quelque chose de très infantile. Marie, et voilà, et en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si vous n'aviez l'un et l'autre jamais vraiment grandi, en fait. Et donc, il est impossible de faire la paix à l'âge adulte. Et vous savez que l'inconscient ignore le temps. Donc, les rivalités, les rancœurs de l'enfance, ça demeure intact, toujours prêt à rejaillir. Surtout si les relations familiales ont été un peu toxiques, ou si, en fait, l'individu adulte tient à camper sur son hostilité d'enfance, qui a l'air d'être le cas de votre frère, et donc il refuse obstinément de lâcher prise, donc d'évoluer. Donc on est dans quelque chose d'assez inextricable qui arrive à ce conflit que vous décrivez très bien. Hein. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai oublié. Ah oui, avec mon petit, donc on a beaucoup parlé, et en fait il m'a fait comprendre, il m'a fait remarquer qu'en fait maintenant c'est lui la victime, c'est lui qui m'a insulté, et il cherche à passer pour la victime. Oui, mais Marie, il y a des choses qui vous échappent. Il est très possible que votre rivalité ou le conflit entre vous puisse avoir été, si vous voulez, orchestré de façon inconsciente par vos parents, qui peut-être eux-mêmes étaient en rivalité dans leur fratrie. Ce sont des choses qui passent de génération en génération, ces conflits-là. Vous avez tout à fait raison. Vous avez touché quelque chose de... Oui, c'est exactement ça. Et donc, en fait, en plus, là, on est dans une fratrie de 2 enfants, donc de 2 rivaux. Ça va s'arrêter parce que moi, j'ai décidé qu'il est mort le jour où, si ma mère meurt avant moi. Et ça, j'ai un caractère comme ça. C'est-à-dire que je donne des chances aux gens, beaucoup de chances. J'ai passé ma vie à donner des chances. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, loin de là. Et la perfection, ça n'existe pas. Mais ce que je veux dire par là, même que ce soit en amour, en amitié, tout ça, j'ai toujours donné un affectif. Il s'est trompé, il allait pas bien, il a dit ça parce que... mais il le pensait pas. J'ai passé ma vie à faire ça. Oui, donc à l'excuser. Mais dans tous les sens, dans toutes mes relations. Et là, cette personne, que je ne veux plus appeler mon frère, d'ailleurs je lui ai dit qu'il n'était pas mon frère, que c'était pas possible qu'il soit mon frère, qu'il était le fils de ma mère, mais pas mon frère.
Il faut savoir aussi que, comme dans beaucoup de familles, à sa naissance, on m'a dit que je n'étais pas leur fille, on m'avait ramassée dans une poubelle. C'était des gitans qui m'avaient oubliée dans une poubelle. Qui vous a dit ça? Mes parents. Ah. À la naissance de mon frère. Et ma mère me l'a dit, mon père était presque mourant, et elle me l'a redit. Tellement bien que j'ai dit à mon frère que j'allais voulu faire un test ADN pour lui laisser les emmerdements. Ouais, vous vous rendez compte, hein, c'est quand même, il y a tout un héritage. Oui, donc vous avez un héritage dont vous n'êtes pas complètement débarrassé. Oui. Mais je pense, excusez-moi de vous couper parce que je sais qu'il n'y a pas que moi il y a des personnes qui attendent, mais il m'a libérée, c'est-à-dire que si ma mère meurt avant moi, le jour où ma mère, on l'enterre, je l'enterre lui aussi. Comment on dit, pas vraiment, parce que je ne lui souhaite pas de mal. Je ne souhaite pas qu'il meure, je ne souhaite pas de mal, ni rien. Mais ce jour-là, je pourrais enfin me débarrasser complètement de lui. J'en suis consciente. Oui. Voyez Marie, on va se quitter là-dessus. Vous êtes entre haine et amour, hein, et dans l'amour, il y a de la haine. Et il y a eu beaucoup d'amour. Comme dit Cathy, cette somatisation n'a-t-elle pas aussi le sens de l'amour déçu de votre frère? Car je suppose que vous l'aimez ou l'aimiez, que vous auriez aimé l'aimer, en tout cas, dit Cathy très justement. Et donc, voilà, vous êtes là-dedans, aujourd'hui, en tout cas. Il y a un auditeur qui dit, ma pauvre Marie, je comprends votre ressenti, je le partage parce que j'ai connu et je connais la même violence avec mon frère et les mêmes ressentis. Les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est tout à fait aussi insupportable avec violence physique. Et puis une maman complice de tout ça. Bon courage à vous, Marie. Merci je pense qu'avec le temps, mais vous voyez qu'on touche là quelque chose d'assez noué, d'assez complexe, pour lequel il faut que vous soyez prudente et restez dans le deuil de ce papa peut-être qui semble important pour vous aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Bon courage à vous. Au revoir Marie. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Barbara. Bonsoir Sophie. Ah oui, la musique était entraînante, même moi j'avais envie de danser. Oui, ça nous réveille là, hein, ceux qui sont dans leur lit là. Ça doit faire plus d'un an que personne m'a amené danser, alors si quelqu'un m'entend, j'adore danser. C'est le temps d'inviter Barbara à danser avec un nom comme ça, un prénom pareil. Non, je viens de reprendre le sourire, mais j'ai passé des épreuves difficiles. Oui, j'ai retenu de la dame d'avant le mot fou et le mot psy. Oui. Et moi, ces mots, je veux dire, il faut les apprivoiser. C'est vrai. Moi, le mot fou et le mot psy, parce que j'ai fait 2 burn-out, c'est grave. Les pompiers m'ont amené la première fois en hôpital, et puis après à l'hôpital psychiatrique en 2011, en juillet. Oui. Et l'année dernière, en 2015, toujours à la même date, en début juillet, là directement à l'hôpital psychiatrique, le médecin, ils m'ont fait hospitaliser. Oui, je m'arrête 2 minutes sur ces 2 mots, Barbara, parce que je trouve très important, juste que vous soulignez, bien sûr, on va parler du burn-out. Vous avez raison, fou, on est tous fous, on a tous à apprivoiser notre folie intérieure, et qui ne l'apprivoise pas n'apprivoise pas sa part d'ombre. Mais ça nous fait tellement peur, justement. C'est comme le psy, ça fait un peu peur. Il valait mieux que j'ai un cancer, parce que je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas bipolaire. Les psychiatres que j'ai été... Le premier burn-out, donc après, je suis sortie, mais quand même amorphe. Oui, alors juillet à chaque fois, donc au moment de fin d'année, enfin, vous voyez, de fin d'année d'activité, alors, voilà. En 2011, j'avais épuisé. Un divorce qui se passait très mal, épuisant. Oula. Mon mari voulait que je parte parce que c'était là où j'étais directrice, donc il a demandé... il a voulu divorcer, et la date du divorce, c'était le 31 août, c'était la directrice du village. Et moi, j'ai fait une belle lettre, comme j'aime bien les faire. Je suis directrice, je ne veux pas être absente le jour. Vous êtes directrice d'établissement, c'est ça? Oui, je veux faire une thérapie de couple, je ne veux pas qu'on divorce de suite, et tout ça. Mais comme je n'avais pas d'avocat, mon mari est revenu, j'avais 3 mois pour partir. Donc, et le jour de mon départ, mon fils m'a dit « Maman, je vais quand même te laver les pneus de la voiture ». Il m'a réduit ma voiture à épave, mais enfin, c'était en 2011. Et j'avais perdu ma mère en 2009 et j'étais très très près de ma mère.
Et c'est pour ça que j'ai appelé le jour de la Saint-Natacha, quand j'ai appelé à 12h30, je fais coucou d'ailleurs à ce monsieur, c'est lui qui m'a donné un déclic, qui a perdu son petit-fils de 4 ans et qui avait des problèmes avec sa femme. Et dans ma tête, je lui disais, mais c'est pas possible, je vais faire le 39-21, je vais lui dire, venez passer un week-end en Ardèche au soleil avec moi, on va discuter, vous vous sentirez mieux. Puis j'ai appelé le 39-21 et j'ai parlé de moi à minuit et demi. Et c'était le jour de la Saint-Natacha. Et c'était le jour aussi d'anniversaire du décès de ma mère. C'est des coïncidences. Hein. Oui, il n'y a pas de hasard en même temps. C'est des coïncidences dans l'énergie en tout cas, vous voyez. Moi, je sens trop les choses que ça me perd. Enfin, bref, on reparlait du premier burn-out. J'étais que dans l'hôpital psychiatrique du coin. Oui. Donc, ils m'ont gardé 15 jours. Mais il n'y avait pas les entretiens, c'était pas... Bon, j'ai repris, mais c'était... Mais là, après, depuis 2015, donc ça, c'était juillet 2015, il y a un an. Attends, je vous dis, celui de 2011. Oui, et j'allais tellement pas bien que j'ai demandé, quand j'ai vu que ma fille pleurait, je l'ai vu dans ses yeux, mais elle voulait pas le montrer, qu'elle retrouve sa maman d'avant qui aimait rire, chanter, danser. J'ai demandé au médecin, parce que vous allez au CMPP une fois par mois, au CMP, ils vous font une ordonnance, ils sont sympas, ils parlent 10 minutes, puis c'est tout. Donc là, c'est moi qui ai demandé d'être dans une clinique, je me suis renseignée, j'étais dans une clinique. Et là, le soir de mon arrivée, le psychiatre, un beau psychiatre, m'a parlé. Et puis moi, je lui dis, ah mais non, de toute façon, moi, je reviens, je reprends dans 3 mois, si vous voulez, je reprends à mi-temps, mais je reprends mon travail. De suite. Et il rigolait, et je me suis intégrée, mais alors le lendemain, il m'a dit, il faut pas aller trop vite comme ça. J'ai fait du tennis, moi qui n'avais jamais joué au tennis de ma vie, en plein hiver, c'était en novembre, décembre, janvier, février, mars. J'ai fait du sport, j'ai fait de la danse, c'était des thérapies collectives. J'ai eu des entretiens avec des psychologues. Ouais. Et je suis ressortie, donc je suis entrée le 29 novembre 2011 et je suis ressortie, j'ai demandé à repartir le 3 mars 2012. Mais je ne voulais pas remonter le week-end, donc je passais mes week-ends là-bas. À repartir, c'est-à-dire à quitter l'établissement ? J'habite en Ardèche, établissement est dans le sud. D'accord. Ah oui, donc je ne voulais pas faire la route parce que j'ai des problèmes aux yeux aussi. Oui, c'est fatigant. Ouais. Et donc quand j'ai des problèmes aux yeux, ça se porte toujours sur le psy. Ouais. Ouais. J'ai été opérée de la cataracte en 2011 à un œil et on m'a redonné un peu de myopie. Mais là, mon autre œil, à ce deuxième burn-out, j'ai appris que mon autre œil, il avait une grave maladie de la rétine, des chromiotes et qu'on ne peut rien y faire. Puis je ne vois pas avec des lunettes, je vois qu'avec des lentilles. Donc j'étais catastrophée et là, Et donc, vous avez fait un deuxième burn-out il y a un an tout juste. Est-ce que alors celui-là, il était très haut perché par contre. Ouais. Je m'étais investie au mois de juin comme une folle avec les enfants. Les gamins de ma classe, parce que je suis passionnée par mon travail que je vais plus pouvoir faire, par les enfants. Pourquoi vous n'allez plus pouvoir le faire, Barbara ? À cause de mes yeux et parce que j'ai pas envie de retourner faire un burn-out. Parce que je me donne trop à fond. En juin, je suis restée dans l'école toute seule. Mes 2 collègues étaient partis en classe découverte et m'avaient laissé les CP. Oui. Moi, j'ai les maternelles. J'ai toutes les maternelles de l'école. Oui. Et l'autre classe, l'instit était parti en congé syndical qui n'est pas remplacé. Donc moi, j'ai dit non, moi je ne ferme pas l'école et je ne pars pas en congé. Donc j'ai tenu bon. J'ai tenu bon pendant 10 jours. Avec un super ASM. Et ce qui vous n'avez pas tiré la sonnette d'alarme alors que vous aviez déjà fait un burn-out précédemment. Non, je me suis bien... Oui, Barbara, et vous dites... Je voulais le faire inconsciemment peut-être. Oui, non, mais vous dites oui, je ne vais pas y retourner parce que j'ai peur d'en faire un 3e. Qu'est-ce que vous apprenez alors à chaque fois ? Parce que le burn-out, c'est justement la sonnette d'alarme. Hein. C'est plus que la sonnette d'alarme. Vous êtes arrêté parce que vous n'avez pas écouté l'alarme, justement. Donc, il y a l'incendie qui fait rage. Je me donne trop à fond, moi, vous savez. Oui, mais maintenant que vous le comprenez. D'accord, bien sûr. Quand je vois des injustices, quand il se passe, c'est surtout les assistantes maternelles, on m'a enlevé celui qui travaillait très bien. Il y a beaucoup d'histoires, donc on l'a enlevé, c'est toujours la plus horrible qui gagne. En maternelle, c'est très difficile de travailler avec des ASM. Et quand on vous met des mauvaises personnes, qu'on vous enlève des bonnes personnes, l'ambiance,
Mais Barbara, ce qui m'interroge en vous écoutant, c'est que justement, ce qu'on apprend lors d'un burn-out, c'est à mettre un peu de distance et à garder toujours son intérêt très fort pour le travail, puisque ça touche des gens souvent très investis, surinvestis au travail, mais de garder toujours cet intérêt très vivant, tout en sachant prendre du recul, mettre les protections qui vont bien. Et là, quand je vous entends, c'est zéro protection, pas de prise de recul, comme si vous me disiez non mais j'ai pas d'autre choix que de faire un burn-out parce que je sais pas faire autrement. Mais ça s'apprend. Oui, que vous sachiez pas faire autrement. J'ai fait une thérapie quand ma fille a été opérée à cœur ouvert. Je me suis pas arrêtée de travailler. Mais bon, je ne l'ai pas quitté, ma fille, parce qu'en plus, l'opération, c'est compliqué, comme elle était petite. C'est pas rien. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps. C'était avant le vote. C'était bien avant 2011. Pour dire que j'ai eu des suivis thérapeutiques, là. Oui, d'accord. Avec une psychiatre. Mm-hmm. Mais là, je me suis pas arrêtée de travailler parce que je voyais, j'avais perdu 10 kilos, mais j'avais tenu le coup avec ma fille. Mm-hmm. Ça allait bien, moi. Ouais. Bon, j'avais perdu du poids, mais j'ai pas arrêté de travailler. Et après, j'ai aussi fait, comme mon mari et mon fils ne voulaient pas faire une thérapie familiale, ils ont été 2 fois. Ils ont dit non, on n'ira pas. Moi, je l'ai fait pour pouvoir assumer mes problèmes de couple et des problèmes de l'adolescence de mon fils. Oui. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Pour vos burn-out, comme vous dites, votre rapport au travail? Eh bien, je suis en train de me dire, ces 2 mois là où je me suis repliée comme un cocon, soit pour revenir dans le ventre de ma mère où j'avais pas de problème, soit pour avancer, être une adulte, je crois que je vais arrêter mon métier et peut-être bénévolement, quand je serai rétablie bien, m'aider, m'occuper bénévolement d'enfants qui ont des problèmes. Parce que ça vous fait tellement peur. Je veux quitter le milieu de l'école. Oui, de l'éducation nationale, oui. Oui. Mais les collègues, c'est pas qu'elles soient pas... J'en veux pas contre les enseignants. Mais vous n'allez pas apprendre, Barbara, ce que je... passionnée. Oui, mais ce que je trouve vraiment dommageable pour vous en termes d'apprentissage, vous qui êtes enseignante et qui apprenez aux enfants, et vous savez que même à l'âge adulte, jusque très tard dans sa vie, on apprend et plein de choses passionnantes. Finalement, vous ne gardez rien en termes d'apprentissage et vous prenez un chemin de traverse pour vous éviter d'avoir à apprendre quelque chose. Comme dit René, ces burn-out vous disent quoi au fond ? Et à part de dire, je suis passionnée, j'ai pas d'autre choix que de l'être, donc je vais faire autre chose pour être moins passionnée. Quel dommage! Quel dommage quand on a la passion du métier que vous faites, et Dieu sait que les enfants en ont besoin d'un style investi et passionné comme vous l'êtes. Mais après, c'est de quelle façon vous allez être passionné, de quelle façon vous investissez. Comme dit un auditeur, il faut apprendre à la fois à dire non, puis accepter que tout ne soit pas parfait. Je l'ai fait toute ma carrière, ça. Ouais. Je l'ai fait toute ma carrière. Et alors, ça vous empêche de changer? Et j'ai 58 ans. Et vous pensez que vous ne pouvez rien faire d'autre? Un hôpital psychiatrique. Et j'ai pas encore envie, j'ai peur de m'y retrouver encore. Oui. Alors que vous avez sûrement appris parce que j'ai mon cerveau qui part au quart de tour. J'ai été valorisée en fait jamais par mes parents, que par mes supérieurs qui m'ont dit, je vous dis ça comme une petite fille qui a besoin d'une récompense, parce que dans sa vie elle n'a jamais eu. Ils m'ont dit que j'ai été une excellente pédagogue, j'ai 20 de notes, que ce que je retenais en 5 minutes, que j'apprenais en 5 minutes. On sent que vous allez vite, hein. On sent quand vous parlez, que vous allez à toute vitesse. Il y a des gens qu'il leur faut, pour comprendre des choses avec les enfants, il y a des gens qui leur faut une éternité. Ils m'ont proposé d'être prof aussi mais j'ai pas voulu parce que j'ai pas voulu, je sais pas pourquoi j'ai pas voulu, j'avais pas assez confiance en moi. Alors que là, peut-être aussi que ça vous aurait comme passionné, mais du coup aussi un peu calmer une certaine forme d'énergie pour pas rentrer à fond dans trop de passion. C'est aussi l'éducation nationale, hein, parce que j'avais passé le concours pour être, comment on appelle professeur ça, pour s'occuper pour s'occuper, je suis professeure des écoles, pour s'occuper rééducatrice d'enfants, rééducatrice dans le RAZ. À la fin, on était 2. Et donc, au point, à l'entretien, à l'âge, à tout, normalement, c'était moi. Il y avait 2 inspecteurs et deux personnes. Et puis, j'ai appris par la suite, par le syndicat, qu'il y avait du piston, et c'était comme ça, et c'était elle, parce que son mari était neuropsychiatre, et qu'ils étaient amis avec cet inspecteur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie de ma classe, directrice, j'ai claqué à la porte, et j'ai dit, je quitte l'enseignement, je suis rentrée chez moi. Et je suis revenue parce que mon inspecteur m'a appelée chez moi et m'a dit, Madame, oui,
il y a eu je reconnais, j'ai été influencée parce que voilà. Et là, comme il a été honnête, il a reconnu qu'il y a eu des abus. Je suis revenue dans l'éducation nationale. Oui, c'est vrai, je suis emportée. Oui, il y a Clara qui dit beaucoup d'instituts font des burn-out, ça se dit pas beaucoup. Mais on peut aussi changer de poste. Est-ce que par exemple cette histoire de trajet c'est plus résolu pour vous? Non, mes trajets, c'est pas un problème de trajet. D'accord. Et là on est donc à la rentrée. C'était tout l'administratif. Oui, je comprends. Oui, c'est de plus en plus administratif. Avec ma vue en plus. Oui, comme l'aspect médical. Ça me gêne énormément. Autant faire chanter, faire danser, faire peindre, travailler à l'oral. Du coup, la maternelle, c'est pas mal pour ça, pour vous peut-être. Et moi, j'ai fait beaucoup de maternelle. Oui, c'est pour ça que avec votre vue, c'est plus approprié. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et puis, en décloisonnant, je prenais les grands des autres classes en théâtre, en danse et en histoire géo, des fois. On décloisonnait aussi. Qu'est-ce que là, vous faites en cette rentrée, Barbara? Je ne reprends pas. J'ai décidé que j'arrête. Tant pis, je vais avoir demi-salaire et je prendrai j'aurai une petite retraite à 59 ans, c'est pas grave. Vous allez arrêter là, donc vous... Je me sens pas de reprendre, je vais replonger. Moi, je veux pas que ma fille vienne me voir et il doit encore un peu les pompiers. Vous pensez que vous pouvez pas vous faire aider, accompagner? Oui, mais en ayant un garde-fou, le mot est bien choisi. Quelqu'un qui vous garde justement, qui vous mette les limites, que vous voyez régulièrement et d'être là en vigilance, vous voyez, d'avoir une véritable vigilance, puisque maintenant vous vous connaissez bien. Si vous faisiez quelque chose de cette connaissance acquise de vous-même. Alors, il faudrait que cette personne soit installée dans l'école pour moi? Non, pas tous les... que vous voyez dans son cabinet une fois par semaine. Non? Si vous consultez une fois par semaine dans un cabinet quelqu'un à qui vous dites, voilà, j'ai fait 2 burn-out. C'est une petite ville d'Ardèche où j'habite. Je comprends. Alors, il reste la psychiatre où j'allais, elle est partie à la retraite. Et l'autre psychiatre, c'est celle qui m'a suivie quand ma fille a été opérée à cœur ouvert. Elle, je la connais personnellement dans sa vie privée, donc je peux pas. Et après, avec ma vue, je peux pas conduire à 1 heure sur Valence ou sur Montélimar, je peux pas aller trop loin, quoi. Oui. Ce que j'entends, Barbara, c'est ce que dit d'ailleurs Jo, là, une auditrice, qui dit que vous avez besoin de calmer un peu le rythme, de repos, que tout semble très emballé chez vous. Oui, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ce que je me projette. Ouais, et que du coup, peut-être effectivement, d'arrêter, en tout cas, de calmer quelque chose en vous et donc de changer d'activité pour changer de rythme. Il y a Valérie qui dit de tout cœur avec cette collègue, je vois très bien ce qu'elle dit. Oui, c'est pas du tout. Moi, j'adorais les enfants, même les plus pénibles, et les parents, si vous comptez bien en 37 ans de carrière... les parents pénibles, si vous les comptez quand même sur le doigt de la main, en 37 ans de carrière, je dis. Ah oui, sur le doigt d'une main, en 37 ans de carrière et parents pénibles, ça fait plaisir à entendre ça. Je suis aussi cool de caractère, je vais pas quand même tous les... Je parle de Lyon, j'ai fait moitié carrière à Lyon et moitié carrière en Ardèche. Mais je crois qu'en Ardèche, moi qui croyais arriver dans des petits villages où c'était cool, c'était plus difficile que la banlieue lyonnaise. Pourquoi ? Et encore plus dur quand j'ai travaillé, quand mes enfants n'y étaient plus, quand j'étais directrice là où j'habitais. Et comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? Parce qu'il y avait comment on appelle ça, beaucoup de gens qui venaient de partout. Alors il y avait Ardéchois pur qui est né là, Ardéchois qui a épousé quelqu'un qui c'est pas du tout pareil. D'accord, donc après il y avait des Anglais qui s'étaient installés, après il y avait des Belges. Après, il y avait... Ça fait un melting pot culturel. Moi, j'adorais. Mais entre eux, il y avait, comme vous avez du racisme entre Asiatiques à Lyon, entre tout ça. Et là, vous avez du racisme entre Baba Cool et pas Baba Cool. Oui, entre BCBG et paysans de chasseurs de la terre et qui se défendent sa terre. Moi, j'étais avec tout le monde. Ouais. Et ça, j'aimais bien. Mais au bout d'un moment, je suis restée 10 ans. Parce que mon mari m'a fait partir de là, donc parce que lui est passé maire du village, donc on ne pouvait pas. Et aujourd'hui, vous êtes où alors? Donc, quand mon mari m'a mis dehors, donc moi j'ai réussi à trouver un appartement à 500 mètres du lycée de mes enfants, qui était encore en seconde et première. Comme ça, je me suis dit qu'il pourrait venir chez moi. Oui. Mais mon mari m'a fait des choses pas possibles, mais bon, j'ai pas envie de parler de ça. Mais en Ardèche toujours alors? En Ardèche, oui. Oui, d'accord.
Je suis arrivée en Ardèche, en fait, quand j'ai eu mon fils. J'ai eu mon poste quand mon fils est né. Et mon fils a 28 ans. Et aujourd'hui, donc là, vous allez donc... Le projet, c'est de démarrer une activité à temps partiel. Ah non, c'était prévu que je démarre à temps partiel en juin. Oui. Mais je me suis pas sentie la force. Je me suis dit, donc d'accord. Donc cette année, vous faites une année de parenthèse, de pause dans cette course. Non, je l'ai faite l'année dernière de la pause. Et là, après le burn-out, il était juillet 2015. Oui. Donc j'ai été arrêtée de travailler toute l'année. Je devais reprendre un mi-temps thérapeutique peut-être mai-juin. Oui. Mais j'ai pas eu le courage. Cette année. Juin était un mois très difficile. D'accord. Là, vous faites quoi? C'est quoi cette année? Qu'est-ce que vous démarrez comment là? On est début septembre. Cette année, j'ai envie vraiment maintenant de quitter l'éducation nationale et de demander ma retraite et de faire du bénévolat avec des enfants en difficulté ou au resto du cœur, de faire des activités pour moi. Ouais. Mais je veux plus voir des enfin, ou peut-être aussi faire du complément de retraite auprès d'enfants dans des centres de vacances ou aérés, quoi. Vous pourriez aussi. Ça, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Oui, mais pourquoi pas? Plutôt des parents qui ont des enfants handicapés dont personne ne veut s'occuper. Ouais. Courage à vous, Barbara. C'est bien, vous avez toujours cette passion chevillée au corps. Mais prenez soin de vous. Hein. C'est important de donner aux autres, mais donnez-vous à vous-même maintenant aussi, Barbara. Hein. Je vous souhaite une belle nuit et merci de nous avoir appelés. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, on se retrouve nous demain soir à 23h et je vous laisse en compagnie d'Émilie Mazoyer et Jean-Philippe Ballas avec Europe 1 Music Club. À demain, passez une bonne nuit.